Écoutez, je vous propose de démarrer cette seconde table ronde, enfin cette première, excusez-moi d'ailleurs, après la présentation des travaux portés par Clotilde et la Fédération Île-de-France avec nos adhérents et nos partenaires. Alors, le moment de la reconnaissance du statut de bénéficiaire d'une protection internationale marque à la fois l'ouverture d'une nouvelle page de vie pour des personnes, mais également une rupture avec les mois précédents passés en France lors de la demande d'asile. Les personnes sont invitées à se projeter dans une vie professionnelle en France très rapidement, car elles ont besoin de ressources financières comme tout à chacun, mais également parce que bien souvent, elles doivent quitter le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel elles ont résidé au bout de quelques mois. L'accompagnement des personnes dans la construction de leur projet professionnel doit à la fois prendre en compte cette temporalité de court terme, mais également permettre aux personnes de se projeter à moyen et long terme dans une vie professionnelle en France. Conjuguer cette temporalité dans l'accompagnement du parcours professionnel est un des enjeux que les professionnels de l'accompagnement doivent relever. Un autre enjeu que nous aborderons aujourd'hui est celui du lien entre les acteurs et les actrices de l'intégration pour permettre un accompagnement des personnes en complémentarité. Afin d'aborder ces enjeux, aujourd'hui, je remercie l'ensemble de nos intervenants de cette table ronde. Donc, je vais essayer par... vous devez être Nadia, non? Voilà, Inès Mesmar, directrice de la Fabrique Nomade, Alain Régnier, préfet délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, Nadia Difala, directrice d'activité à l'association Aurore, et enfin Vincent Berne, directeur du programme J'accueille au sein de Singa France. Alors, je vous ai préparé à tous des petites questions. Déjà à l'ensemble de nos intervenants, en 2 minutes, des réponses courtes en 2 minutes, pour débuter cette table ronde, et s'il ne fallait n'en retenir qu'un, quel est selon vous l'enjeu principal de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires d'une protection internationale? Ah, vous... Oui, allez-y, oui. Nous avons un micro par personne, donc on n'aura pas de problème. Ils doivent être allumés, allez-y. Bonjour. Donc tout d'abord, merci pour votre invitation. Pour moi, depuis que nous avons lancé l'association La Fabrique Nomade, je dirais que la question principale ou la problématique et l'enjeu principal auquel nous on souhaite répondre, c'est celui de la reconnaissance des compétences, de l'expérience et des compétences des personnes qui sont effectivement réfugiés et pour qui effectivement leur parcours et leurs compétences ne sont pas reconnues en France parce qu'elles n'ont pas suivi un cycle classique. Et donc c'est principalement pour moi un enjeu majeur pour leur intégration en France. D'accord, donc on retient la compétence et la reconnaissance des compétences. Alain, à vous. Bien, bonjour à tous. Ça marche? Moi, je dirais créer les conditions pour que la personne réfugiée puisse réaliser son projet de vie en France avec la difficulté de 2 écueils très souvent rencontrés dans les parcours migratoires. C'est le déclassement pour ceux qui ont, dans leur pays d'origine, réalisé déjà des études, des projets, etc. et dont le risque, et c'est l'histoire des migrations qui le montre très souvent, le risque, c'est encore une fois de ne pas pouvoir retrouver dans le pays d'accueil des conditions similaires d'exercice d'une profession ou d'un métier. Et le deuxième, c'est on voit aussi de plus en plus dans les migrations arriver des personnes qui n'ont jamais eu aussi de formation initiale dans leur pays, qui n'ont jamais été scolarisées. Et donc, il y a aussi un véritable défi de l'autre côté du spectre, d'être en capacité de trouver les conditions pour qu'eux aussi réalisent leurs projets dans notre pays. Voilà. Merci Alain. Nadia? Bonjour à tous. Moi, j'ai envie de commencer par dire bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, ça va avec le message derrière Mikasa Estukasa. L'idée, c'est vraiment de pas seulement parler de statut, de dire à ces personnes-là, vous arrivez chez vous, dans votre nouvelle maison, voici les clés, et on va donner tous les outils nécessaires pour vous aider à vous intégrer. Bienvenue dans le droit commun. Merci. Vincent?
Un peu biaisé par ma fonction de directeur d'un réseau d'accueil de personnes réfugiées chez les particuliers. Je dirais que l'un des enjeux principaux, c'est l'accès à l'hébergement, l'accès au logement, l'accès à une situation stable sur cet aspect-là qui permet justement de créer les conditions favorables à l'accueil et les conditions favorables à la réflexion et au travail sur le projet professionnel. Parce que justement, en sachant on va dormir le soir même, la semaine d'après, le mois d'après, on peut plus facilement dédier son énergie à son projet professionnel, pourquoi pas à son projet entrepreneurial, à sa reprise d'études. Et du coup, on peut casser ce cercle vicieux. Je n'ai pas de logement, du coup, je n'ai pas d'emploi, ou alors je n'ai pas assez d'énergie pour la dédier tout simplement à mes études, à ma formation. Merci. On voit que là, on a déjà abordé quelques-uns des points clés, hein, entre la reconnaissance des compétences, l'acquisition de compétences, mais aussi ce qu'on appelle, nous, les freins périphériques à l'emploi et qu'il est nécessaire de travailler tout au long du parcours. J'aurais une question pour Alain Régnier. Comme délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, vous êtes amené à rencontrer de nombreux acteurs de l'intégration. À partir de ces rencontres, quelles seraient selon vous les conditions à réunir pour favoriser une insertion professionnelle durable des personnes? Quel accompagnement leur proposer? Et vous avez 5 à 7 minutes, Alain. D'accord, merci. Je voulais aussi rappeler les différentes formes d'obtention, d'arrivée en France, puisqu'on a ces dernières années autour de 35 000 à 40 000 avec les enfants, personnes qui donc, obtiennent une protection. Elles arrivent dans notre pays de manière aujourd'hui très majoritaire par un parcours qui est celui qu'on a plus en tête, c'est-à-dire la voie terrestre ou arriver à un aéroport. Elles sont donc prises en charge, elles demandent l'asile et donc elles vont passer de nombreux mois sur le territoire français avant d'obtenir une réponse, même si je profite au passage pour vous dire que l'amélioration est sensible en 4 ans, puisqu'on est passé, on tangentait les 2 ans d'instruction. Et aujourd'hui, on est à 11 mois sur réponse OFPRA plus CNDA. Et l'OFPRA est aujourd'hui autour de 4 mois. Donc, il y a eu des progrès importants pour traiter la demande d'asile. Ils ne sont pas encore suffisants. Et donc, c'est la première forme, c'est le passage dans le pays. Avec une difficulté que me soulignent tous les acteurs et qui, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'un choix politique favorable à la proposition des acteurs qui était déjà d'ailleurs dans le rapport d'Aurélien Taché, c'est de profiter de la période de demande d'asile pour travailler avec la personne pour l'apprentissage du français, pour des compétences professionnelles. Le choix qui a été fait, vous le savez, dans la loi de 2018 n'est pas celui-là. Et donc cette question demeure, à mon avis, à retravailler. Là, je m'exprime plutôt en tant que citoyen plutôt qu'en tant que délégué interministériel. Je ne peux pas éluder que cette question est posée et qu'elle n'est pas sans conséquence par rapport à la question de l'intégration professionnelle ou d'une manière générale du parcours d'intégration en France. Ensuite, s'est développé ces dernières années des parcours de réinstallation avec l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne qui ont quand même concerné depuis 2018 à peu près 13 000 personnes. Donc, ils sont arrivés directement en France et qui ont eu, dans les jours qui ont suivi, le statut et la protection internationale. Donc, ces personnes sont aussi un cas qui devient important en nombre et qui nécessite aussi une prise en charge particulière parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la France, de notre système de prise en charge. D'autres formes aussi existent, les couloirs humanitaires, vous les connaissez peut-être, les visas asile. Donc il y a un certain nombre de procédés pour arriver en France. Et donc la durée de la phase d'asile varie par rapport à ces attentes sur le territoire français. Ensuite, ce que je constate, moi, c'est que le parcours, une fois qu'on a le statut, est loin d'être achevé et qu'il y a beaucoup de temps perdu à attendre. Attendre le premier cours de français, attendre les rendez-vous en préfecture. Et que la sollicitation que j'ai de la part des personnes, des réfugiés que je rencontre, c'est eux, ils voudraient être actifs. Et ils vivent pas bien. Déjà qu'encore une fois, ces parcours de migration sont traumatiques et humainement difficiles. Et, ils vivent pas bien le fait qu'ils voudraient travailler et qu'on n'est pas en capacité de
de leur proposer quelque chose. Donc je pense là aussi qu'il faut trouver un compromis entre les acquis fondamentaux qu'offre le contrat d'intégration républicaine et en particulier l'apprentissage du français. Mais on le voit, les forfaits de 600 heures sont peu mobilisés parce qu'ils prennent 1 an et demi, voire plus. Donc c'est trop long. Et donc on a encore des progrès à faire sur ce que j'appelle le bain linguistique, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on peut mettre les gens dans la société française, qui va contribuer aussi à apprendre à se débrouiller. Bon, vous le savez, si vous êtes dans cette salle, que le niveau A1 est quand même extrêmement basique. Donc, et rien ne remplace, encore une fois, les contacts avec des gens qui parlent français. Donc, et ce que je rencontre aussi, c'est aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent on a compris, parce qu'il y a quelques années, ils ne comprenaient pas toutes les subtilités du droit. Ils ont compris aujourd'hui qu'un réfugié, c'était le droit commun, qu'il n'y avait pas d'autorisation à requérir pour employer quelqu'un. Et donc, ils ne comprennent pas que, encore cette semaine, j'ai eu des chefs d'entreprise, des hôteliers qui se sont groupés dans une région et qui m'ont envoyé une vingtaine d'offres d'emploi. Et quand je leur dis « je ne sais pas faire », ils ne comprennent pas que je ne sois pas capable de mettre en relation eux et des réfugiés qui, par ailleurs, veulent travailler. Bon. Donc, je dirais, il y a eu des progrès au niveau national ces derniers mois entre l'OFII et Pôle emploi. Il y a des améliorations continues de mise en relation. Mais il n'en demeure pas moins que je trouve qu'on n'est pas encore au niveau pour mettre en relation les personnes et les offres d'emploi. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de mettre à l'emploi sans que la personne ait un minimum de compréhension des consignes de sécurité ou de l'entreprise. Mais je vois encore une fois beaucoup de réfugiés qui ne sont pas en capacité, qui voudraient travailler, qui ne peuvent pas le faire parce qu'encore une fois, on n'est pas capable de mettre en relation avec une offre d'emploi. Après, il y a la situation des femmes aussi, qui est une situation compliquée dans la mesure où elles expriment, quand je les rencontre, quand mes collègues les rencontrent, le souhait de s'occuper des enfants. Voilà, donc... et je leur dis, mais vous avez, ce pays offre des possibilités à la formation, à les études, sachez que vous pouvez travailler. Non, mais moi je veux, ce qui compte, c'est que mon mari ait un travail et que mes enfants aillent à l'école. Et l'avenir, l'avenir de notre famille, c'est en France. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément évident culturellement aussi. Déjà, ça n'a pas été évident dans les pays occidentaux, donc et le combat est loin d'être achevé. Mais pour beaucoup de cultures, la femme reste à la maison. Voilà. Donc, il faut aussi combattre, et aussi en offrant l'apprentissage du français aux femmes. Parce qu'encore une fois, là aussi, ce que nous avons essayé d'améliorer ensemble depuis plusieurs années maintenant, c'est, je dirais, l'intégration, les parcours d'intégration des primo-réfugiés. Mais il y a tous ceux qui, pendant des années, n'ont pas été pris en charge et qui vivent notamment, encore une fois, les femmes, dans des conditions de relégation dans leur maison ou leur appartement. Donc, il y a aussi un défi. Donc, pour conclure, je dirais que on a fait des progrès. La société civile et les gens qui représentent les différentes associations ou projets professionnels qui sont là, depuis le début des années 2000, mais surtout depuis la crise syrienne, il y a eu les choses ont été prises en main par la société civile, par souvent des jeunes qui ont fait le constat que les pouvoirs publics n'étaient peut-être pas assez allants, donc ils ont pris les choses. Et puis ce que je vois aussi, c'est vraiment la mobilisation des entreprises qui a vraiment radicalement changé, que ce soit à travers de leur fondation ou que ce soit au travers directement de recrutement direct dans des secteurs d'activité qui recrutent. Donc voilà, aujourd'hui, on a des offres d'emploi. Évidemment, tu l'as dit, il y a des problèmes liés dans les zones tendues à l'habitat. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut avoir une adresse. Il faut pouvoir avoir un chez-soi pour être en sécurité. Donc il y a tout cet élément et c'est pour ça qu'on construit ensemble des projets pluriels, avec la notion d'accompagnement global qui vise à répondre, encore une fois, à toutes les problématiques en partant de la personne et à ses besoins. Voilà. Merci Alain, c'est déjà un beau panorama. Peut-être c'est un petit peu l'objet et
et c'est bien que vous l'abordiez, hein, de notre guide Profer, justement, de faciliter l'accès à l'emploi des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. J'en profite, hein, pour le rappeler et aussi pour dire que l'on a des initiatives. Elles sont diverses et variées. Elles peuvent être structurées. La newsletter dont parlait Clotilde tout à l'heure fait part aussi des offres d'emploi que l'on peut avoir dans le secteur et qui peuvent permettre à des personnes BPI d'accéder notamment à l'IAE. Dans d'autres cadres, avec le projet Passerelle que l'on mène en lien avec la DRIETS, qui n'est pas ouvert qu'aux réfugiés, qui est ouvert à toutes les personnes qui sont en structure d'insertion par l'activité économique. On organise aussi des speed dating. Et pour boucler sur la maison des réfugiés, Sophie, tout à l'heure, me disait que le 26 et 27 janvier prochain, je crois qu'elle organise un speed dating ici avec quelques entreprises. Donc je crois que c'est aussi la multiplication, hein, de toutes ces initiatives qui permettront d'avancer. J'avais une question pour Nadia. Alors, au sein du programme, hein, Tous mobilisés, tous employables, qui est porté par Aurore, vous accompagnez les personnes bénéficiaires d'une protection internationale au début de leur parcours d'intégration professionnelle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, hein, sur la manière dont vous accompagnez les personnes dans la construction de leur projet professionnel en 3-4 minutes? Merci, je vais essayer Nadia. de faire court. En effet, pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes bénéficiaires d'une protection internationale, Aurore a mis en place un parcours de formation linguistique à visée professionnelle qui est encadré par un formateur linguistique et un CIP qui assure un suivi personnalisé, mais aussi des ateliers collectifs. Dans ce dispositif, les personnes sont, selon leur niveau, leurs compétences linguistiques, elles sont divisées par groupe. Donc on a le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1. Et elles sont non seulement formées au niveau de la langue, mais elles bénéficient également d'un accompagnement socio-administratif. Parce que finalement, on l'a dit, et je crois qu'on va le répéter plusieurs fois, un accompagnement pur linguistique ne suffit pas. On a quand même des personnes qui ne sont pas accompagnées socialement. Donc nos accompagnants en fait, font aussi ce travail-là d'accompagnement social et administratif. L'idée, alors pour donner un peu quelques détails sur ce dispositif, c'est à peu près 15 heures par semaine, 200 heures en tout, parce que ça dure 3 mois. Et il y a des ateliers collectifs, on l'a dit, mais également aussi un suivi personnalisé pour justement construire à plus ou moins court ou long terme les parcours des uns et des autres. Et justement, comment vous y prenez-vous pour travailler sur ce court, moyen et long terme ? Alors, on passe par des étapes. On a parlé d'un rythme. C'est vrai qu'il y a le rythme de ce qu'on demande aux personnes, de s'adapter rapidement, d'apprendre le français rapidement, de travailler rapidement, même si... mais il y a aussi le rythme des personnes. Avant toute chose, il faut aussi qu'on explique, comme tout à l'heure j'ai dit bienvenue chez vous, mais c'est un nouveau chez vous, c'est une nouvelle société avec des rouages administratifs complètement différents, une langue complètement différente, des emplois complètement différents aussi. On a un panel d'emplois en France qu'on n'a pas dans d'autres pays. Et donc tout ça, il y a aussi la première étape, c'est d'expliquer tous ces rouages administratifs, d'expliquer pourquoi, pour le moment, on doit apprendre la langue, comment l'apprendre, et puis après, pourquoi est-ce qu'on doit travailler, et quel est le rôle de la CAF, quel est le rôle Tout ça, ça prend aussi du temps. Donc ça, c'est aussi une première étape qui est importante. Quand tout à l'heure, je disais bienvenue chez vous, c'est bienvenue chez vous avec toutes les explications qu'il y a autour de ce nouveau chez vous. Donc ce passage-là, il est obligatoire. Ensuite, il y a les cours de français. Donc, je l'ai dit, il y a 3 niveaux différents. L'idée, c'est que les personnes évoluent d'un niveau à un autre et qu'en même temps, elles construisent leur projet professionnel. Les sorties, en fait, suite à ce passage par ce parcours linguistique, c'est ou bien d'intégrer un logement, j'ai fait un lapsus, ou bien intégrer un emploi, ou bien intégrer aussi une formation certifiante ou pas.
Et tout à l'heure, on parlait du logement. Le logement aussi, nous on a des personnes qui n'ont pas de logement. Et pour se projeter aussi dans l'avenir, il faut aussi une stabilité. Et le logement, il passe aussi par... c'est une clé pour cette stabilité. Donc on accompagne aussi sur cette question-là. Merci Nadia. Je vais me tourner vers Inès. Et vous le disiez tout à l'heure, les personnes bénéficiaires d'une protection internationale sont parfois contraintes de renoncer à leur activité professionnelle passée lorsqu'elles arrivent en France. Et c'est ce constat que vous avez voulu contredire en créant la Fabrique Nomade. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur le constat que vous avez posé ? Oui, bien sûr. Alors, je vais partir rapidement sur la jeunesse de la Fabrique Nomade. En fait, effectivement, en 2015, j'avais 35 ans et complètement par hasard, je découvre les broderies de ma mère qui sont cachées au fond de son armoire. Et en découvrant ces broderies, je découvre qu'en fait, elle avait un métier dans son pays. Elle était donc brodeuse dans la Médina de Tunis avant son arrivée en France, un métier qu'elle a abandonné quand elle est arrivée ici. Donc cette question de la reconnaissance des compétences, elle ne date pas d'aujourd'hui et pas depuis la crise migratoire, elle est bien ancienne dans le parcours d'intégration des personnes en fait, immigrées qui arrivent sur notre territoire. Et donc effectivement, cette découverte m'a à la fois vraiment questionnée. Moi, en plus, je suis formation ethnologue, donc passer à côté de l'histoire de ma mère, ça m'a un petit peu perturbée. Et puis, effectivement, on était en plein pic de la crise migratoire. Je traversais Paris et donc devant les campements parisiens qui étaient assez nombreux. Moi, j'habite dans le 19e, donc je croisais tous les jours. Et j'ai eu cette intuition très forte que, sans doute, parmi ces personnes, il devait y avoir des artisans qui, comme ma mère, sont en difficulté d'exercer ou de faire valoir leurs compétences en France. Et donc, c'est vraiment comme ça que je suis partie enquêter dans les centres d'hébergement, notamment chez Aurore, dans les associations qui donnent des cours de français, rencontrer notamment des artisans, mais pas que, surtout comprendre quels sont les freins qu'ils rencontrent quand ils arrivent en France. Donc, à travers ces entretiens, je me suis rendu compte qu'ils partageaient des freins vraiment en commun. Évidemment, la barrière de la langue, l'absence de réseau, la méconnaissance du marché et surtout le fait que leurs compétences professionnelles ne sont pas reconnues. J'ai aussi enquêté dans des structures qui accompagnent ce public-là vers l'emploi. Et puis, on m'avait expliqué que, bien, en fait, pour ces personnes qui sont effectivement dans l'urgence et dans le besoin de trouver un emploi rapidement, eh bien, elles vont être orientées vers des secteurs en tension, le ménage, la sécurité, le BTP, l'hôtellerie, etc. Et effectivement, tout un pan professionnel de compétences, de savoir-faire qui vont à la poubelle, en fait. En tout cas, c'est le constat que moi j'ai fait. Et donc, à partir de là, j'ai eu, porté par l'histoire de ma mère, j'ai choisi, en créant la Fabrique Nomade, d'apporter une solution pour faire valoir les compétences des artisans, pour valoriser leurs compétences et leur permettre d'adapter leur savoir-faire au marché français. Merci. Et vers quelle activité professionnelle les personnes que vous accompagnez sortent-elles à l'issue de leur parcours au sein de la Fabrique Nomade ? Et comment les préparez-vous au marché du travail en France ? Oui. Depuis que l'association existe, on a vraiment évolué notre accompagnement, qui était au départ effectivement un accompagnement qui était vraiment centré sur, on va dire, mettre en lumière les compétences des artisans. Je dirais l'avantage de l'artisanat, c'est qu'un objet, ça se voit et on ne peut pas douter des compétences. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique et facile finalement par rapport à l'artisanat. Donc la première chose qu'on avait faite, c'est de monter une collection avec des designers bénévoles en co-création avec nos artisans pour montrer l'objet comme l'objet vitrine, comme le serait un CV, sauf que le CV pour eux ne fonctionne pas. Et puis de cette première collection, on a monté un programme d'accompagnement de 6 mois, puis maintenant c'est devenu une formation certifiante de 9 mois. L'objectif à travers cette formation qui dure 9 mois, 3 jours par semaine, qui a accueilli 50 artisans, 20 savoir-faire différents et 28 nationalités, c'est dire la richesse qu'apporte la migration et la diversité de tous ces savoir-faire, de toutes ces cultures. C'est effectivement de leur permettre, dans un premier temps, avec des soutiens d'un designer, d'un créateur et d'un artisan français, de leur permettre d'adapter leur savoir-faire au marché français. Parce que le métier de bijoutier ne se pratique pas de la même manière au Cameroun, en Iran qu'en France. Et donc, c'est de leur permettre de découvrir à la fois quelle est la réalité du métier ici,
comment il s'exerce, quelles sont les spécialités. Et puis en France, on aime bien les spécialités. Donc le métier de bijoutier, c'est en fait 5 métiers, voire plus. Et donc, c'est de comprendre en fait les spécialisations et la manière dont la profession est organisée. Et pour ça, on s'appuie évidemment sur l'écosystème des métiers d'art, sur les entreprises qui, notamment, je pense au partenariat avec le groupe LVMH et le soutien de la maison Chaumet, avec un de leurs meilleurs joailliers qui apporte un cours technique toutes les semaines à la Fabrique Nomade à nos bijoutiers. Et en fait, c'est toutes ces passerelles qui leur permettent effectivement de comprendre comment le métier s'exerce, de comprendre comment, quelles vont être les exigences et les attentes des entreprises à la sortie de la formation. Et puis évidemment, appuyer de cours de français, de découverte de l'écosystème, des acteurs économiques et culturels, donc des visites de salon, des visites d'entreprise, et puis un travail sur leurs projets professionnels à court et moyen terme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à long terme et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, et petit à petit de les accompagner sur ce chemin. Après, la formation, ils bénéficient également de 2 ans où on les accompagne dans le cadre de leur insertion professionnelle pour qu'on puisse être un appui, pas une béquille, mais juste un appui, parce que l'objectif, c'est aussi de développer leur autonomie, c'est un enjeu important aussi, dans la recherche d'emploi et dans leur insertion, et je dirais leur intégration tout court dans la société. Et voilà, c'est un programme qui est principalement de leur permettre d'avoir de nouveaux repères et de planter de nouveau leurs racines dans un nouveau territoire, en leur donnant des points de repère métiers, et plus largement ensuite sur la société. Oui, puis qui joue beaucoup aussi sur la revalorisation de leur activité, de leur art. Ça doit être extrêmement aussi important pour eux, oui, de pouvoir le faire valoir. Complètement. En fait, ça change tout. L'identité professionnelle, c'est une part de son identité. Donc, de la renier, c'est quand même assez compliqué. Et effectivement, les processus de déclassement professionnel, de rupture de parcours sont importants. Et ils ont des conséquences importantes sur l'estime de soi, sur la confiance, allant jusqu'à des problématiques de santé psychique. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Un emploi, ce n'est pas juste un emploi. Un emploi, c'est pas juste se nourrir et subvenir à ses besoins. C'est beaucoup pour eux le cas. Mais c'est aussi quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur. Et pour les artisans que l'on rencontre, c'est quelque chose que l'on constate, puisque tout de suite, ça vient apporter une lumière sur eux, une remise en confiance, et puis surtout une envie d'agir, de contribuer. Et juste à préciser, nous, on n'a pas de niveau minimum en français pour intégrer nos artisans. Ils viennent avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont. Et nous, effectivement, on les accompagne à la seule petite précision qu'il faut qu'ils soient néanmoins régularisés, puisqu'on les accompagne sur l'insertion professionnelle. Toute la question, effectivement, sur les demandeurs d'asile, qui est un vrai sujet aussi pour nous, parce que pour le moment, on ne peut toujours pas les accompagner. Ça, c'est un vrai. Merci beaucoup, Inès. Vincent Singa fait le choix d'accompagner les personnes bénéficiaires d'une protection internationale dans leur projet de création d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le constat qui a amené à la création de ces programmes et à la manière dont ils se déroulent ? Bien sûr. Alors du coup, Singa, c'est une association qui a été créée en 2012. Le constat, il était très simple, c'est de dire que dans le monde, il y a des dizaines de millions de personnes réfugiées, autant d'individus qui ont des rêves, qui ont des projets, et parfois des projets entrepreneuriaux. Des personnes qui ont la fibre entrepreneuriale et du coup qui souhaitent développer des projets, parfois des personnes qui aimeraient se lancer dans la voie de l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas forcément comment faire. Et du coup, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner aussi, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est pas quelque chose de toujours lisse. Il y a des hauts, il y a des bas, et du coup, c'est bien de pouvoir se faire accompagner par des mentors, par des experts qui vont nous aider dans le développement de notre projet, nous donner les cartes lorsqu'on ne les a pas nous-mêmes. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette voie-là. Le but, c'est également, et plus largement au sein de toutes les activités qu'on développe chez Singa, de changer le narratif. Parce que dans beaucoup de médias, dans beaucoup de discours politiques qu'on peut entendre, la migration est traitée comme un problème. Nous, l'idée, c'est de pouvoir changer ce narratif en voyant aussi la migration comme une solution. Déjà, une solution pour les personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays, mais également comme une source de richesse, comme une source d'innovation. Quand on parle de richesse, ça va être aussi bien économique que culturel, et vraiment comme une source d'innovation. Pour citer quelques chiffres sur des études qui sont sorties récemment, en Europe, il y a 21% des entreprises qui ont été montées par des immigrés de première génération. Aux États-Unis, 43% des 500 premières entreprises du pays
ont été fondés par des immigrés de première ou de deuxième génération. Et du coup, dans ce cadre-là, nous, on a développé différents programmes d'accompagnement. Différents programmes parce qu'ils répondent à des stades différents de l'avancement des projets entrepreneuriaux des personnes du coup, qui sont dans ce parcours-là. Sur l'Île-de-France, on a 3 parcours, un parcours de pré-incubation, un parcours d'incubation et un parcours d'accélération. La pré-incubation, elle vise vraiment à accompagner les personnes qui souhaitent entreprendre, qui ont cette fibre entrepreneuriale ou qui désirent tenter ce chemin-là, mais qui ne savent pas comment faire. Des personnes qui ont parfois une idée, mais parfois qui n'en ont pas, qui souhaitent entreprendre sans avoir d'idée. Du coup, on va les accompagner, soit dans leur idée, s'ils en ont une, pour définir cette idée et voir ce qu'il serait possible de faire des analyses comparatives aussi par rapport à ce qui existe déjà sur le territoire. Et lorsque c'est des personnes qui n'ont pas d'idée, c'est de les mettre en lien avec d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent s'associer et avancer ensemble. Sur les programmes d'incubation, là, on va accompagner des projets qui sont déjà définis et on va vraiment s'intéresser aux premières questions. Comment monter un modèle économique, comment parler du projet, comment parler à la presse du projet, comment réaliser ses premières embauches. On va vraiment accompagner sur tous ces sujets-là. Aussi, tout simplement, la question de choisir le statut juridique pour la structure qu'on veut monter. C'est une grosse question et du coup, notre mission, c'est vraiment de faire des liens aussi avec des experts dans toutes ces thématiques pour que les entrepreneurs puissent trouver leurs propres solutions. Et le dernier programme qu'on a lancé, c'est un programme d'accélération qui est là sur une phase beaucoup plus avancée que les 2 autres programmes. On va accompagner des structures qui existent déjà, parfois des structures qui sont passées par les 2 premières phases de notre accompagnement et qui ont déjà une activité, qui ont déjà une structure juridique, qui ont une activité qui fonctionne et qui souhaitent la passer à l'échelle, en fait, tout simplement, soit en la développant avec une plus grosse intensité sur le même territoire, soit en arrivant sur de nouveaux territoires. Merci Vincent. Au-delà de ces programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, Singa, c'est aussi une communauté qui mobilise la société civile. Et comment la mobilisez-vous pour accompagner dans l'insertion professionnelle ? L'idée, avec toutes les activités qu'on met en place, c'est vraiment de participer à la levée des freins périphériques dont on pouvait parler tout à l'heure, les freins périphériques d'accès à l'emploi. Et nous, on procède beaucoup par ce que j'appelais tout à l'heure le changement de narratif. Et en fait, on considère que changer de narratif, changer la perception qu'on peut avoir sur les personnes nouvellement arrivées dans un pays, en fait, tout simplement, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on partage des activités qu'on aime faire, ou alors notre activité professionnelle qu'on a envie de partager, nos savoir-faire, nos compétences. Et du coup, Singa en France, c'est une communauté de 30 000 personnes. On favorise la rencontre. Si les personnes souhaitent s'impliquer sur leur centre d'intérêt, on va les mettre en relation parce qu'ils aiment le cinéma, le théâtre, la randonnée, ou juste qu'ils aiment faire des promenades. Ça va permettre de parler la langue, ça va permettre de poser des questions lorsqu'on ne comprend pas certaines choses sur les aspects des codes socioculturels. Du coup, on fait ça. À côté de ça, on engage bien sûr et on encourage les citoyens à s'engager autour des projets entrepreneuriaux des personnes qui sont accompagnées dans notre programme d'accompagnement, parce qu'on a tous des expériences, des compétences, des expertises à partager. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir créer du lien pour créer de l'innovation, comme je pouvais le dire tout à l'heure. Et le dernier programme qu'on développe, c'est un programme qui s'appelle J'accueille, du coup, que j'ai la chance de coordonner, qui est un programme d'accueil de personnes réfugiées chez les particuliers. Et là, le but, c'est vraiment de mettre en relation des personnes réfugiées qui n'ont pas de solution de logement ou d'hébergement, et de les mettre en relation tout simplement avec des citoyens qui ont des chambres de disponibles et qui souhaitent mettre ces chambres à leur disposition dans une logique de rencontre interculturelle. Donc là, on est vraiment sur un programme d'immersion culturelle qui a de très forts impacts en termes d'accès à l'emploi, en termes d'accès au logement, de reprise d'études, de formation professionnelle également, parce qu'en fait, tout simplement, l'accueil chez les particuliers permet aux personnes accueillies d'être dans une dynamique positive, parce que l'immersion en vivant chez des particuliers, on apprend beaucoup plus facilement la langue. On peut poser des questions sur les éléments qu'on n'a pas compris dans notre journée lors du repas du soir ou lorsqu'on se croise dans la cuisine. La cuisine d'ailleurs qui est un endroit de richesse interculturelle très 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 fort. Et on a la stabilité de l'hébergement, du logement, comme je pouvais en parler tout à l'heure, pour se consacrer entièrement à son projet professionnel. Merci Vincent. Je vais maintenant poser une question à chacun d'entre vous, la même. Bon, il y a différents points qui ont déjà été abordés, donc
on le disait, la coopération entre associations, mais également entre les associations et la puissance publique, elle apparaît centrale pour favoriser l'intégration des personnes bénéficiaires d'une protection internationale. De votre point de vue, quels seraient les freins à lever et les actions à mener pour créer un cadre favorisant cette coopération? On va faire à l'inverse, donc je vous laisse reprendre, Vincent. Alors évidemment, la coopération entre les acteurs associatifs, aussi avec les pouvoirs publics, est essentielle, également avec les entreprises. Monsieur Régnier, vous en parliez tout à l'heure. Essentielle parce que c'est ensemble, en faisant société, qu'on va innover sur la manière de donner les cartes en main ou mieux accueillir les personnes qui arrivent sur les territoires. L'un des freins qu'on pourrait observer, en fait, peut-être avant ça, c'est de se dire quand on agit ensemble, on a un impact qui est plus grand, plus important que quand on agit seul. Nous, de notre côté, on n'a pas de programme spécifiquement lié à l'emploi, lié à la formation professionnelle. Du coup, on agit évidemment avec des partenaires, parfois des structures qui sortent de nos incubateurs, parfois d'autres associations qui se sont montées. Sur notre programme d'accueil chez les particuliers, on travaille en partenariat notamment avec les délégations interministérielles hébergement, accès au logement, sur la mobilisation des citoyens. L'un des freins qu'on pourrait lever, alors je ne sais pas si c'est un frein qu'on pourrait lever ou si c'est un levier qu'on pourrait actionner, c'est parfois sur certains territoires ou sur la logique de répondre à certains appels à projets pour pouvoir financer les programmes qu'on met en œuvre, tout simplement, on peut observer une logique de concurrence qui se met en place, une logique de concurrence qui fait que on chercherait le meilleur impact, mais au coût le plus bas possible. Alors ça, c'est un frein, et du coup, le levier qu'on pourrait actionner, c'est justement un petit peu d'instaurer une prime à la collaboration, pour que deux entités, à partir du moment où elles décident de collaborer ensemble, elles ne touchent pas la même subvention, mais elles toucheraient la même subvention plus 10, plus 20%, justement, parce que c'est aussi du temps de coordination, mais ça permettrait d'atteindre un meilleur impact. Merci, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que le temps de se coordonner, le temps du partenariat, c'est un temps qu'il faut investir. À vous, Nadia. Je suis complètement d'accord et je vais dans le même sens. L'idée, c'est vraiment de travailler avec toutes les structures pour un même but. Nous, par exemple, on fait beaucoup appel aussi on parlait des personnes qui ont déjà de l'expérience et des personnes qui ne connaissent pas aussi les différents métiers. L'immersion via le Pôle emploi, c'est un bon outil. Les différentes associations, les différentes structures qui existent devraient travailler avec tous les opérateurs qui travaillent sur cette thématique. Et en même temps, moi j'ai envie de dire qu'il y a aussi un travail de communication. Tout à l'heure, Clotilde l'a très bien dit en introduction. Il faut qu'on communique de plus en plus sur nos différents dispositifs. Il faut que l'État nous y invite fortement et se mobilise aussi par rapport à ça. On est tous dans notre coin à avoir des dispositifs, et je ne parle pas que de l'Île-de-France. Je représente aussi le Centre Val-de-Loire. Le dispositif Tous mobilisés, tous employables, on le mène sur l'Île-de-France, mais également en Centre Val-de-Loire et une partie dans le Cantal. Il faut qu'on travaille ensemble dans la même structure, mais également dans les autres structures. Le fait de communiquer et le fait de répondre à des projets ensemble, je me bats beaucoup pour cette idée-là. Le fait de vraiment mettre en place des partenariats à long terme vont nous aider à avoir une visibilité beaucoup plus grande et une pertinence plus assise, et également avoir un champ d'intervention beaucoup plus grand, que ce soit en Île-de-France ou dans les autres territoires. Et je voudrais jusqu'à maintenant, j'ai respecté le temps, donc là je voudrais aller dans le sens d'Inès. Je voulais donner une petite anecdote. Quand nous avons fait partie aussi des opérateurs qui ont accueilli des réinstallés, et parmi les premières familles arrivées en Dordogne, on a eu 2 tailleurs de pierre qu'on a inscrits assez rapidement à une formation. Il y avait une formation de tailleurs de pierre, et il se trouve qu'une des personnes avait tellement un savoir-faire complètement innovant et qui a vraiment bluffé les formateurs. Il est passé très rapidement de former à formateur. Donc c'est vraiment pour donner du sens à ce que disait Inès. Et vraiment, on a des personnes qui ont plein de compétences. Très souvent, elles ont des multicasquettes. Elles sont coiffeurs en même temps que peintres, en même temps que cuisiniers. Il y a de quoi faire avec nos bénéficiaires. Mais vraiment, ouais, le travail, donner une importance à leur parcours professionnel et leur savoir-faire, leurs compétences, leur envie, et un vrai travail de partenariat entre nous, c'est primordial. Merci Nadia.
Alain. Allez, on fait comme ça. Bien, moi je dirais pour les freins, il y a une trop grande... Enfin, il faut simplifier les choses. Hein, pour toutes les questions, pas seulement sur les publics BPI, mais sur l'ensemble des personnes vulnérables, il y a trop de choses. Il y a un enchevêtrement de compétences des collectivités, de l'État, un nombre d'opérateurs incroyable. Ce qui m'amène, avec les 35 ans de vie professionnelle, parfois à me dire, mais dans des manifestations, il y a plus d'aidants que de bénéficiaires qui sont dans la salle. Donc, oui, on a une réflexion à conduire sur la manière dont on pilote les politiques publiques. Ça, c'est d'autres débats que la Fédération a déjà tenus sur le développement systématique des appels à projets, sur la manière dont les associations perdent finalement au fur et à mesure des années dans ce cadre leur capacité d'innovation ou réduit cette innovation. Donc ça, c'est les freins. Donc c'est difficile pour la personne qui est l'objet de ces politiques publiques de se repérer dans ce maquis d'intervention et d'action. Même si tout le monde a le même objectif, c'est-à-dire l'accompagnement global, la prise en compte du projet de chacun. Et puis, s'il y avait quelque chose qu'il faut travailler d'une manière plus forte encore que ce qu'a fait Singa depuis sa création, c'est rendre visible ce que nous faisons. Parce que, encore une fois, on a un discours dans un pays centralisé, parisien, un discours parisien d'une très grande violence sur les questions de migration. Et puis, on a des réalités locales beaucoup plus qui expriment la solidarité, la fraternité, et qui sont en plus très relayées par les médias locaux dans un sens positif. Donc, je crois qu'il y a, si on veut combattre ces évolutions dures sur finalement les premières semaines de cette campagne électorale, les premiers mois, on a l'impression que la seule obsession des Français, c'est la migration et c'est ce fameux envahissement de migrants qui dénaturerait ce vieux pays qu'est la France. Donc, mais quand on va sur le terrain, j'étais hier à Poitiers, il y a plein de choses qui se passent et il y a plein de réalités qu'il faut montrer davantage. Donc voilà ce que je voudrais... dans un rêve, c'est qu'on ait systématiquement dans les projets une dimension de valorisation et d'expression de ces réussites qui font, encore une fois, que ce pays a besoin et progresse avec l'apport de ces migrants et pas les traîne comme un boulet, comme une remise en cause de la société française et de son histoire. Voilà. Merci Alain. Histoire qui s'est construite avec ces migrants d'ailleurs. Et peut-être juste pour ajouter dans les éléments de constat sur les freins qu'on pourrait aussi essayer de lever, c'est cette politique sociale en tuyau d'orgue. Et on le voit bien sur les partenaires et ce qui génère du besoin de partenariat et du besoin d'articulation, ce sont aussi des politiques sociales où on a le logement d'un côté, l'emploi de l'autre, la santé. Et ça ne facilite pas non plus ni la vie des réfugiés eux-mêmes, ni notre vie collective à nous tous. À vous, Inès. Concernant la coordination et le travail partenarial avec d'autres associations, c'est vrai que les difficultés que nous on rencontre, c'est de pouvoir mettre en cohérence nos parcours respectifs et nos solutions. Et pour un exemple tout bête, nous on essaye depuis pas mal de temps de mettre en place des cours d'informatique. On a sollicité beaucoup de structures et en fait, c'est pas compatible par rapport à nos durées de formation, par rapport à leurs solutions. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué, même quand on est dans cette démarche de construire ensemble. Chacune a sa manière, sa démarche d'intervention, avec identification d'un certain nombre de besoins et propose des formes d'accompagnement qui ne s'articulent pas aussi simplement que même si on est dans cette démarche-là de vouloir travailler ensemble. Donc ça, c'est un des freins que moi je constate au quotidien et qui est parfois juste sur une offre de cours informatiques qui existe sur le territoire, mais que nous, on n'arrive pas à mettre dans le cadre de notre formation. L'autre enjeu que nous on rencontre, c'est celui de la mobilité.
qui est une vraie question, puisque aujourd'hui, à la fois, et vous parliez tout à l'heure des débouchés professionnels, effectivement, les artisans d'art, pour parler que de cela, il y a des bassins d'emploi ailleurs. Je suis très régulièrement contactée par des entreprises qui cherchent des potiers, ils n'ont plus de menuisiers, ils n'ont plus de tapissiers. C'est vraiment des savoir-faire qui se sont perdus, parce que ce sont des métiers qui ont été complètement relégués en voie un peu de garage pendant une trentaine d'années en France. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est un secteur qui retrouve beaucoup d'intérêt et du développement, et les entreprises, elles n'ont plus les savoir-faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé un atelier de fabrication textile, parce qu'aujourd'hui, le secteur, c'est plus de 8000 postes qui sont à pourvoir et qui ne trouvent pas de personnes, non seulement qui sont formées, mais en plus qui ont envie de faire ce métier. Et donc, il y a des bassins d'emploi importants dans l'Ouest et dans différentes régions françaises. Et du coup, comment accompagner ces personnes vers la mobilité? Il y a France Terre d'Asile qui a mis un programme, il y a le DIAL aussi, avec Émile, le programme Émile, mais il y a encore beaucoup de difficultés, parce que c'est un territoire isolé, rural. Comment à la fois on les sensibilise sur ces questions-là, comment on lève les freins, et puis comment construire des parcours pour leur permettre effectivement de pouvoir s'installer en toute sécurité et sérénité aussi, parce que se déraciner de nouveau de l'Île-de-France, bien qu'ils soient dans des conditions extrêmement précaires, ils préfèrent y rester plutôt que de partir dans une autre région qui serait pour autant plus confortable. Donc il y a vraiment ces enjeux-là que nous on rencontre et qui sont importants, parce que l'emploi est parfois ailleurs, n'est pas qu'en Île-de-France, et surtout ils ont des conditions de vie qui peuvent être aussi plus favorables pour eux. Et puis dernier point pour moi, et ça c'est un peu ce sur quoi finalement on nage à contre-courant, c'est la question de la masse. Nous, on accompagne 10-15 artisans par an. On n'a pas un accompagnement qui est justement déployable sur tous les territoires. On est sur des métiers de niche, un secteur très particulier, mais qui en vaut quand même la peine, même si c'est 15 personnes. Et effectivement, il y a ce côté où il faut pouvoir accompagner plein de personnes et pouvoir les mettre en emploi. Pour nous, et voilà ce qu'on défend, et ce qui est parfois un peu difficile, voilà, dans le cadre des appels à projets et autres, c'est de pouvoir dire l'emploi, ce n'est pas juste celui qui va mettre une personne et pouvoir subvenir à ses besoins. L'intégration, c'est beaucoup plus profond que ça, et ça dépasse même la personne que l'on accompagne. C'est son histoire et c'est celle de ses enfants. Et si on réussit une intégration, alors si les personnes qui arrivent ici, elles arrivent à rêver pour elles-mêmes, alors leurs enfants rêveront. Et je dirais que c'est vraiment une intégration sur la durée et dans le long terme. On a eu bien trop d'échecs sur ces questions-là auparavant, et dont on a encore les conséquences aujourd'hui, pour se dire qu'il faut mettre les moyens pour accompagner ces personnes-là. Et parfois, on veut aller vite, mettre très rapidement. Il suffit de voir le parcours. Très rapidement, les personnes, elles arrivent, elles ont une situation d'hébergement, et c'est déjà pas évident. Et puis ensuite, il faut vite qu'elles trouvent un emploi. Et cette question de temps est primordiale, leur permettre d'avoir du temps pour qu'ils puissent vraiment trouver leur place. Merci Inès. Est-ce que l'on prend quelques premières questions de la salle, ou questions qui ont été posées sur le net ? Vous n'avez pas de questions? Ah, je croyais. Bien. C'est une fausse question. Il y a des remarques, ça peut être aussi... Ah, voilà. Je vous laisse prendre le micro pour le live. Oui, bonjour. D'abord, merci, parce que c'est extrêmement riche le contenu que vous partagez. Il y a énormément d'apprentissage en très peu de temps, donc c'est formidable. La question que j'avais, c'était en lien spécifique à la fabrique nomade et la difficulté à trouver des cours informatiques qui sont donc déployables sur vos contraintes. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un dispositif informatique ou autre de mise en relation de demandes et de besoins, où on peut en ligne spécifier, par exemple, ses contraintes horaires à soi, son public, son niveau de besoin, et après des fournisseurs associatifs ou autres qui peuvent entrer en ligne et répondre à ces besoins, un genre de bon coin d'offres de compétences entre associations, un truc qu'on pourrait créer ou qu'on pourrait mettre en place à partir de réseaux existants ou à partir d'un modèle existant, mais servant uniquement à ce genre
de choses. Vous êtes loin d'être la seule association qui a ce genre de soucis. Et j'imagine que c'est assez partagé comme problématique. Mais là, on saurait qu'au moment où quelqu'un répond, il a bien en tête les contraintes de vos besoins, quoi, que vous n'avez pas besoin de trier parmi 5 offres qui, en fait, ne répondent pas du tout à ce qu'il vous faut. Non? Est-ce que quelqu'un sait? Je ne crois pas que ça existe. Le truc, c'est que la formation professionnelle n'est pas pensée ainsi, et je laisserai après Clotilde Hop compléter mes propos, mais c'est un peu ce que disait Alain Régnier tout à l'heure, c'est qu'on part plutôt d'appels à projets qui sont descendants, qui répondent à la majorité des besoins. Donc il va y avoir la ville, la région qui va financer des programmes d'accès au web, au net, à l'utilisation d'un PC, etc., mais qui vont être préformatés. Et après, quand on a des besoins extrêmement spécifiques comme la fabrique nomade, ou des besoins aussi, on le voit souvent, des problèmes de compatibilité entre des cours de français et puis, ce que disait Alain Régnier tout à l'heure, la maman qui veut garder ses enfants le mercredi ou qui ne peut pas faire autrement que de les garder d'ailleurs. Et ça, c'est la grosse difficulté, mais c'est aussi la manière dont est pensée la formation professionnelle qui est plus descendante et ça part rarement ça part des besoins de la majorité et voilà, le plus souvent. Clotilde, tu veux compléter? Oui, il y a une question. Alors, il y a beaucoup de programmes, j'essaie de me mettre un peu dans l'axe quand même. Il y a beaucoup de programmes qui se développent pour les compétences numériques de plus en plus parce qu'il y a des besoins qui sont également de plus en plus importants. Mais on va avoir parfois des questions de temporalité. Alors déjà, nous, on pense que le partenariat, une plateforme en ligne sur le papier, ça serait une solution. Mais après, le travail en partenariat, ça ne peut pas que passer par des plateformes en ligne. Et aujourd'hui, les associations, les organismes de formation qui font de la formation aux compétences numériques, elles sont déjà très sollicitées. Et certaines associations, acteurs associatifs vont intervenir plutôt en créant du partenariat ponctuel avec une structure ou se déplaçant sur les lieux de vie des personnes. On a les structures plutôt organismes de formation qui sont là financés sur la région et qui vont avoir une souplesse quand même assez limitée. Et ce qu'on observe aussi, c'est la grande question des temporalités, de la charge horaire en fait des cours de formation linguistique comme numérique. Où, par exemple, le programme compétences de base numérique qui est aujourd'hui financé par la région Île-de-France, c'est un temps partiel, mais un temps partiel qui peut prendre 17 heures par semaine, par exemple. Et donc, c'est parfois difficilement cumulable avec un programme de formation comme celui de la fabrique nomade ou avec un emploi. Et donc, tout nous se comporte aussi en termes de plaidoyer, je vais dire, sur l'offre de formation linguistique comme numérique, c'est aussi d'avoir des offres qui puissent être financées et qui se développent et qui sont parfois juste 2 heures par semaine, ponctuellement, mais qui est aussi des financements pour ces 2 heures par semaine-là, qui vont peut-être permettre à des publics qui n'auraient pas accès à d'autres formations numériques d'y avoir accès. Dans le cadre de notre parcours linguistique, on a aussi, nous, un partenariat avec 2 structures qui sont Connexio et Simplon et qui, eux, ont la charge de formation du numérique pour nos publics. Mais comme tout à l'heure l'a dit Monsieur le Préfet, c'est vrai qu'on a quand même des personnes qui ont des niveaux très différents. On a des personnes qui ne sont pas du tout qui maîtrisent même pas leur langue d'origine. Et donc, c'est un vrai travail. Pour nous, le numérique, c'est quelque chose d'accessible et de plutôt facile. Mais pour nos bénéficiaires, c'est vraiment un vrai enjeu. Et en plus, c'est un vrai besoin puisque la plupart des démarches administratives se font maintenant à distance et sur un outil informatique. Nous, nos personnes accueillies, elles sont assez à l'aise avec du WhatsApp par exemple, mais pas du tout un outil informatique et encore moins des applications ou des sites internet. Et les formations à distance, elles restent quand même assez difficiles pour des personnes qui ne sont pas francophones, assez francophones. Mais c'est un vrai besoin. Juste un mot pour vous parler de la plateforme numérique que la délégation a lancée depuis 3 ans, qui s'appelle réfugiés.info, qui sera téléchargeable sur smartphone à partir du 30 novembre. Donc, ce sera une application mobile.
Et ça bénéficie aussi bien aux réfugiés qu'aux structures. Et c'est traduit en 5 langues. Et donc, vous pouvez facilement y accéder. Et on est en train d'essayer de territorialiser vraiment cette application. C'est-à-dire que le territoire le plus avancé, c'est l'agglomération de Dijon, où là, vous avez plus de 120 fiches qui correspondent à ce qui se passe sur le territoire avec un annuaire. Et donc, ça veut dire concrètement, je suis réfugié à Dijon, donc c'est une plateforme anonyme évidemment, mais vous pouvez remplir, voilà, je suis un homme, une femme, j'ai telle tranche d'âge, je cherche, j'habite à Dijon et je cherche un cours de français, je cherche un cours d'informatique, je cherche à pratiquer une activité sportive, je cherche à... Voilà. Donc, tout ça se met en place, c'est en open source et c'est une sorte de Wikipédia. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous invite à regarder comment elle fonctionne aujourd'hui sur PC. Elle est déjà transposée sur mobile. Donc, si vous faites réfugié.info sur votre mobile, vous trouverez le site. Et puis, en 2022, elle sera avec Vocal, c'est-à-dire que on pourra demander en parlant dans sa langue à trouver un renseignement. Ça concerne aussi des infos pratiques, comment divorcer, comment se marier, comment se paxer. Hier, on a mis en ligne une fiche plus triste qui est je viens de perdre un proche, comment ça se passe. Donc voilà, c'est en work in progress, comme on dit en anglais. Une autre question? Oui. Non, attendez, vous allez attendre le micro, sinon les personnes qui sont en ligne ne vont pas vous entendre. Cette application, elle est uniquement pour les réfugiés? Ou, parce que vous disiez que c'est Wikipédia en libre accès, donc pour toutes les personnes qui... sont primo-arrivantes ou peu importe, elles peuvent avoir accès aussi à ces informations? Oui, parce qu'on ne vous demande pas qui vous êtes pour accéder à l'application. Donc, toutes les informations pratiques ou toutes les informations, comment contacter votre CAF, etc., tout ça vaut pour n'importe quelle personne en fonction, n'est pas lié au statut de la personne. Donc, ça s'appelle réfugié.info, puisque par construction, je suis délégué interministériel pour les réfugiés. Mais ça bénéficie aux autres publics et à terme à l'ensemble des populations migrantes. C'est l'objectif. Pour l'instant, j'ai axé le développement sur la protection internationale, mais encore une fois, par construction même, quand vous allez sur ce site, vous trouvez des tas de choses qui concernent tous les publics migrants en France. Ok. Et j'avais une deuxième question, mais qui concerne le programme J'accueille. Je voulais savoir, par rapport aux freins que les personnes peuvent avoir à accueillir chez eux des réfugiés, des personnes juste qu'ils ne connaissent pas, j'imagine que sur votre site internet, vous avez des réponses par rapport à tout ça? Tout à fait, on a des réponses sur le site internet. On a une foire aux questions. Okay. Première question, est-ce que c'est légal d'accueillir une personne réfugiée ou pas? C'est des questions très simples que beaucoup de personnes se posent. Et bien sûr, on est là pour répondre à ces questions-là. Et sur le site internet aussi, on invite beaucoup à nous contacter. On a une adresse mail qui est dédiée, j'accueille@singa.fr. On a un numéro de téléphone. Et du coup, les personnes peuvent soit nous contacter directement, soit s'inscrire à une réunion d'information. On va reprendre au mois de novembre les réunions d'information en présentiel, mais on les mixe avec toujours des réunions d'information en ligne, du coup, ce qui fait qu'on en a 3 ou 4 par semaine, selon le nombre d'inscriptions qu'on a. Et le but de ces sessions, c'est vraiment de présenter le programme, d'essayer de répondre à un maximum de questions qu'on nous pose, et puis potentiellement de voir plus loin et de s'engager dans un projet d'accueil. Bonjour, Claude Moren, je suis conseillère insertion dans un CPH dans le 77. Donc j'accompagne beaucoup de BPI qui sont d'un niveau A1 et qui malgré tout ont des compétences professionnelles dans leur pays, parfois plus de 10 ans dans un même métier, qui ne peuvent pas l'exercer en France. Et ma question, elle est un petit peu autour de la VAE. Donc, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place aussi par rapport à la VAE pour les réfugiés, mais le souci, c'est que j'ai vu qu'il fallait parfois donner des fiches de paye qu'ils n'ont pas. Des fiches de paye dans leur pays d'origine, ils n'ont pas. Et bon, après, il y a tous les problèmes, effectivement, de la langue, de l'accès à la langue, du numérique, etc. Mais
je trouve que c'est quand même une bonne piste, enfin, des choses qu'il faudrait quand même développer, enfin, par rapport à toutes les compétences et tout ce que vous avez dit là par rapport à la fabrique nomade, enfin, reconnaître les compétences effectivement des personnes, s'appuyer sur ce qu'ils savent faire. Parce que c'est aussi leur projet de vie. Moi, j'ai des soudeurs, par exemple. J'ai beaucoup de soudeurs. Mais comment les faire travailler en France, le premier obstacle étant effectivement la langue, la communication effectivement avec les chefs d'entreprise. Et puis, de toute façon, leur CV n'intéresse pas puisque ça bloque tout de suite, quoi. Ça passe pas. Mais cette piste-là me paraît intéressante et comment la développer et qu'est-ce qui existe autour de tout ça aussi, parce que j'ai vu quelques petites choses, mais voilà, plus de choses. Alain, oui, c'est une vraie question transversale dans notre pays, c'est la reconnaissance comment traduire des compétences en diplôme dans un pays très statifié avec des cases, parce que le problème de la VAE des réfugiés, c'est un problème sur la VAE tout court. Donc c'est pas culturellement bien admis dans un pays qui coche d'abord des cases avant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc alors pour les réfugiés, il y a des choses qui avancent. On va prendre de nouvelles décisions sur cette question de la reconnaissance et la validation des acquis d'expérience. Mais il faut aussi que la société soit prête. Je vous donne un cas concret. Les professions médicales, par exemple. Tout est très fermé dans notre pays parce que l'Ordre des médecins, le ministère de la Santé, va reconnaître d'une manière... il décide, par exemple, que la formation en Syrie est valable. Donc, un médecin syrien peut exercer en France. Mais même s'il peut exercer en France, il ne peut pas exercer les 3 premières années en libéral. Il faut qu'il soit d'abord praticien hospitalien rattaché à un CHU. Des contraintes. On a eu des médecins afghans qui sont arrivés cet été. Alors là, pour le coup, la France ne reconnaît pas la médecine, les médecins afghans. Donc, eux, il faut qu'ils repassent à la case départ. Les infirmiers, quel que soit le pays d'origine, il n'y a aucune reconnaissance de la pratique d'infirmier en France. Donc, il faut repasser le diplôme. Donc voilà, c'est toutes ces rigidités qui, au-delà des publics réfugiés, concernent aussi notre manière en France de voir, encore une fois, l'accès au métier par rapport à des diplômes, et des discriminations qui sont faites et des difficultés à reconnaître les compétences et les talents des personnes. Alors, il y a des petites choses qui avancent, c'est-à-dire que même sans diplôme, on peut avoir des modules reconnus par des pairs dans un entretien qui valident. Mais tout ça reste encore long et laborieux. Et en parallèle, il y a aussi un gros travail aussi à faire auprès des entreprises. Et j'ai envie de dire, c'est aussi beaucoup une question de personnes. Un responsable d'une entreprise qui a un côté quand même assez humain et qui a envie de participer à l'effort de la France d'accueillir des réfugiés, va être beaucoup plus ouvert qu'une personne qui, réfugiée ou pas, non, il faut qu'il y ait des compétences, il faut qu'il y ait un diplôme. Et j'ai envie de dire, ça va aussi dépendre de la fonction. Nous, par exemple, sur le Loiret, on a eu une petite vague pareille de réinstallés qui était de métier menuisier. Et en fait, ça est parti comme du petit pain, j'ai envie de dire. Ça a été... alors au départ, l'entreprise, je pense à une première entreprise qui est spécialisée dans le luxe, nous disait « Oh non, mais il faut que je le forme, etc. » Je dis « Écoutez, prenez-le une semaine, vous ne le payez pas. Prenez-le une semaine, essayez, vous allez voir, moi, je me porte garante. » Non seulement il l'a pris rapidement en CDI, il nous a demandé d'autres personnes. Donc c'est vraiment aussi une question de personnes. Et puis quand on propose aussi, prenez-le à l'essai et vous allez voir. Et nous on est vraiment conscient en fait des compétences des personnes qu'on accompagne et quel que soit le métier, mais on sait qu'il y a des métiers qui sont recherchés. Et donc faut pas hésiter justement à travailler avec les entreprises et puis à dire voilà, nous on accompagne la personne, mais on peut très bien aussi accompagner l'entreprise dans ce partenariat avec cette personne qui parle pas super bien français, mais il y a une association derrière qui va gérer les rendez-vous administratifs qui sont aussi nombreux, va tout gérer à la place de l'entreprise. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire, très intéressant pour l'entreprise qui joue le jeu. Bonjour, je suis... Oui, allez-y. Allez-y, je vous en prie.
Ça n'a pas de rapport avec la question de tout à l'heure, hein, donc je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Blandine Serrero, je suis membre associatif du quartier de la Porte d'Orléans. Donc la maison des réfugiés, je viens souvent ici, et donc je connais un peu beaucoup de personnes qui y habitent. Et donc je suis moi-même d'origine africaine, hein, et aujourd'hui, je suis bien intégrée en France. Donc aujourd'hui, les questions de réfugiés, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et qui bouleverse un peu tout le monde, même les pays dans lesquels les réfugiés arrivent aussi. Ces pays sont aussi déstabilisés. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que dans toutes ces mises en place qui sont aujourd'hui, de l'accompagnement pour les réfugiés, est-ce qu'aujourd'hui, on forme aussi des personnes? Est-ce qu'on pose aussi la question pour savoir si on peut les former aussi, parce que les pays se vident, donc les pays étrangers. Donc quand les situations sont stables dans les pays, est-ce qu'il y a une préparation pour accompagner des personnes pour faire un retour dans leur pays aussi, qu'ils aillent aussi retravailler aussi dans leur pays, les former, parce que vous avez des réfugiés qui sont très très mal en France, ils n'arrivent pas à trouver leur situation parce que soit la langue ou soit leur déplacement, ils n'arrivent pas à trouver vraiment leur place en France. Donc, est-ce que ces personnes qui ont des formations, qui ont des travaux, qui ont des métiers dans leur pays, est-ce qu'on ne peut pas les accompagner, faire en sorte qu'il y ait un budget et que ces personnes qu'on mette en place une insertion dans leur pays d'origine? Alors ça existe avec l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Il y a des dispositifs avec des aides financières pour retourner dans son pays et démarrer une activité dans son pays. Donc ça, vous allez sur le site de l'OFI et vous verrez les différentes propositions qui existent en fonction des territoires. Et il y a aussi des centres de préparation au retour. Enfin, il y a des stages de préparation au retour pour ceux qui le souhaitent. Une autre question? Oui, bonjour. Alors, en fait, je ne sais pas si ça va être une remarque ou une question. Je voulais revenir sur les demandeurs d'asile que vous aviez évoqués, monsieur le préfet, et notamment, en fait, sur l'accès au financement des formations des demandeurs d'asile. C'est l'une des problématiques, en fait. Plus la prise en charge est précoce, et encore plus en particulier au niveau des formations des femmes qui leur permettent aussi d'intégrer les cultures françaises. Et donc, finalement, ces formations, en général, ne sont pas financées puisque ces personnes-là n'ont pas accès à Pôle emploi. Et c'est pareil pour la PMSMP, finalement, où on pourrait se servir de ça comme outil pour former les gens, pour les intégrer d'autant plus rapidement, avant même le statut réfugié. Est-ce qu'on pourrait envisager peut-être un dispositif qui débloquerait ces situations-là, notamment sur des formations assez simples, hein, peut-être les CACES, la formation en restauration et voilà, d'autres formations qui seraient en accès nettoyage, par exemple, qui seraient en accès avec des petits niveaux de langue. Comme je l'ai dit, donc, légalement en France aujourd'hui, l'État ne financera pas de formation français ou professionnelle, ce qui n'empêche pas les d'autres acteurs de le faire, mais sans financement de l'État. Et si on veut collectivement que cette question change, il faut aussi en débattre pendant la prochaine campagne présidentielle et en tant que citoyen, interpeller peut-être tous les candidats pour savoir ce qu'ils pensent de cette question de la phase de demande d'asile. Bon, la position française est pas récente, hein, et elle est transverse sur les différents gouvernements qui pensent que ce fameux appel d'air, si on offrait des conditions plus favorables aux demandeurs d'asile, ils viendraient plus en nombre. Voilà, c'est l'argument qui a justifié les débats au Parlement et le choix politique du gouvernement de ne pas ouvrir la période de la demande d'asile. Voilà. Encore une fois, beaucoup de pays plutôt du nord de l'Europe ont des approches plus pragmatiques. Voilà, même pour, encore une fois, les personnes qui n'obtiendront pas le statut, celles-ci repartiraient avec un bagage par rapport au retour dans le pays d'origine
qui serait aussi ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire quelques apprentissages de français et par ailleurs des compétences professionnelles ou des formations qui pourraient être utiles après. Voilà, donc c'est un vrai débat de société et c'est un vrai débat de nature politique qu'il faut avoir dans le cadre démocratique. Alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous sommes en train de préparer à la face les interpellations aux prochains candidats. Et ça fait partie des questions que l'on porte depuis des années, parce qu'on voit à quel point cette période de demande d'asile peut être déstructurante. Les personnes s'ennuient aussi. Elles ont besoin d'aller de l'avant. C'est une période qui est perdue. Elles pourraient à mieux comprendre le paysage français, institutionnel, acquérir la langue. Et on monte déjà tous ensemble des actions dans ces périodes-là, mais sans financement État. Donc c'est quelque chose que l'on reportera. Et comme le dit Alain Régnier, il faut continuer de le porter tous haut et fort pour que l'on puisse avancer sur cette question. Le meilleur document de ces derniers mois, c'est le rapport annuel de JRS, qui pose vraiment bien tous les termes de la vie de demandeur d'asile et de l'intégration par l'accès à l'emploi notamment. Voilà. Mais vous avez aussi les sources FAS. Voilà, mais il y a on trouve beaucoup de choses qui sont écrites sur ce sujet, à l'IFRI, ailleurs. Voilà. Je crois que ça fait consensus dans le secteur. Il y avait une autre question. Bonjour. Moi, je voulais juste faire une remarque. En fait, je travaille dans un UDA, j'accompagne 35 personnes, dont 14 réfugiés. Par rapport aux réfugiés, on a un temps assez limité pour pouvoir travailler à leur intégration. Parfois, je dois travailler des procédures Dublin, un récit OFPRA avec d'autres personnes. Et les réfugiés, mon temps pour les demandeurs d'asile devient vraiment restreint. Et les réfugiés, on a vraiment du mal, ne serait-ce qu'avoir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir commencer les démarches, puisque le compte à rebours a commencé, trouver des cours de français, trouver une formation, faire la CAF pour les plus de 25 ans. Des fois, on ne sait même plus où donner la tête, puisque vraiment le temps est très, 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 très court. Et effectivement, on essaye de dire aux personnes, faire des cours de français, vous préparer avant d'avoir le statut pour pouvoir après avancer. Parfois, on y arrive, mais parfois, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc ça, c'est vraiment, je pense que quand les personnes arrivent, il nous faudrait des moyens, qu'ils soient demandeurs d'asile ou réfugiés, et tout de suite pouvoir commencer au moins les cours de français. C'était juste une remarque. En revanche, il y a beaucoup d'associations qui donnent des cours de français à des personnes qui n'ont pas encore le statut. On en trouve un peu partout, en Ile-de-France et hors Ile-de-France. Après, elles sont très demandées, mais elles existent. Et on a cette chance qu'elles existent, cette structure-là. Une autre question ? Est-ce que je fais la dernière question à nos intervenants ? En 2 mots, et pour conclure notre table ronde, et je vous remercie tous encore une fois d'y avoir participé, à partir de vos expériences professionnelles, si vous pouviez changer une chose pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes BPI, laquelle serait-ce ? Et je vais commencer par Inès. Pour rebondir tout de suite avec ce que vient de dire Madame, le temps. La question du temps, de la durée et effectivement des moyens pour accompagner les personnes. Voilà. J'ai le micro. Moi, je pense qu'il faudrait commencer dès le premier rendez-vous à l'OFPRA, d'avoir une première appréhension du projet en France, des compétences de la personne, de manière à ce qu'on le sache dès le début. Je suis complètement d'accord et je vais encore faire référence à la réinstallation, qui est quand même un dispositif qui est assez cadré et pour moi c'est vraiment un dispositif à la carte. Commencer dès le premier rendez-vous avec l'OFPRA, même au niveau des cours de français et d'un autre côté, préparer aussi en France en mettant des partenariats avec des entreprises. Je vois, il y a plusieurs entreprises qui nous disent on a 2000 postes à pourvoir, 300 postes à pourvoir, 500 postes à pourvoir. Le préparer en amont
une fois qu'on sait à peu près les profils, combien de personnes vont arriver et dans quel territoire, eh ben il faut qu'on travaille en amont avec les entreprises et puis peut-être demander un quota de place dans les entreprises. C'est peut-être un rêve, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est à faire, je pense. Merci. Et en fait, je reprendrai juste 2 éléments qu'on a mentionnés dans le premier tour sur les enjeux principaux. Déjà, dire bienvenue. Dire bienvenue pour poser les bonnes conditions et du coup je reviens à mon biais professionnel de dire hébergement, logement pour que chacun puisse avoir la sécurité de développer son projet professionnel et accueil chez les particuliers lorsque c'est possible, mais pas uniquement comme on le fait aujourd'hui pour uniquement des personnes qui sont sans situation logement, mais aussi pourquoi pas accueil chez les particuliers pour des personnes qui souhaitent tout simplement vivre cette expérience interculturelle et considérer l'accueil chez les particuliers comme une solution complémentaire aux offres d'hébergement qui peuvent déjà exister. Eh bien, merci à toutes et à tous pour la qualité de nos échanges. Et je vais laisser le micro à Alain pour conclure cette table ronde. Non, vous dire merci et on continue. Merci.